dans ce département, nous abordons les questions de l'éducation, de l'école, de la famille, des médias, de la transmission, de l'autorité, de la filiation. Actuellement, il y a tout un séminaire comme ça qui réfléchit à la question de la filiation et le lien entre la filiation et puis le lien social. Et au cœur de toutes ces réflexions, il y a la personne humaine, c'est-à-dire que nous nous situons ici dans le collège dans une perspective humaniste et qui rassemble croyants ou non-croyants, mais qui ensemble veulent réfléchir sur la personne humaine. Et c'est là où j'en viens à l'importance de ce colloque que nous avons vraiment voulu comme essentiel. Il nous semble qu'il n'y a pas de réflexion sur la personne, de réflexion humaniste juste, c'est-à-dire accordée à la réalité, qui ne soit pas simplement dans le débat d'idées, mais vraiment accordée à la réalité, qui ne place pas au centre, davantage même qui ne tiennent pas compte, mais plus encore qui ne place pas au centre la personne humaine dans sa fragilité, la personne humaine plongée en situation de précarité. Oui, sinon, on peut toujours se complaire dans des débats d'idées. Il nous a semblé tout à fait essentiel de mettre au centre de notre réflexion la personne humaine plongée en situation de précarité. C'est pourquoi nous avons voulu cette rencontre, ce travail commun sur le lien social et la solidarité familiale dans les situations de précarité, en alternant des réflexions théoriques, des contributions des différents champs du savoir, des sciences humaines, de la théologie et l'expérience du terrain. Voilà, en donnant vraiment la parole à des personnes qui sont dans ces situations de pauvreté, de précarité, cela par le biais des associations. Voilà, là, moi je me souviens bien, j'avais été très frappé par un film qui était présenté par l'association Captifs La Libération, dans laquelle on filmait une personne de la rue disant, au fond, la plus grande pauvreté, c'est de n'exister pour personne, voilà, de ne compter pour personne, de n'avoir aucune relation. Et elle disait, avec la force de ses mots, de son vocabulaire, je peux crever, tout le monde s'en fout. Voilà, et j'avais gardé vraiment à l'esprit, à la tête, cette expression. Voilà, la plus grande pauvreté est de ne compter pour personne, de n'exister pour personne. Voilà, c'est un peu cette question, cette réalité qui est aussi au cœur de notre réflexion toute cette journée. Je parle d'une place de praticien, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans mon parcours, j'ai choisi de sortir de l'université et des laboratoires pour descendre sur le terrain et constituer une anthropologie vivante qui est dans l'accompagnement des équipes et un peu mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, puisque je ne fais absolument pas la distinction d'un côté ceux qui pensent et de l'autre ceux qui agissent. Pour moi, il y a la pensée, c'est action. Et j'étais toujours très étonnée de cette dichotomie, mais la France, c'est le pays des dichotomies, et on est très fort pour opposer des choses comme l'individu à la société, les parents aux enfants, etc., etc., les bénévoles aux professionnels, etc. Donc, je suis anthropologue de la société française. En arrivant en 1986, je me suis trouvé ce métier, qui est le métier de l'étranger. On étudie toujours la culture de l'autre. Et pour moi, ça m'allait très très bien, après des études de philosophie, de sociologie et de psychologie, de me tourner vers l'anthropologie, qui pour moi, c'est une anthropologie qui fait feu de tout bois. Et j'estime que tout individu peut être anthropologue de sa culture ou de la culture de l'autre. Alors, je suis très attachée au mot grenier des savoirs et de transmission, c'est-à-dire comment on va engranger, qu'est-ce qu'on va engranger dans
travail qu'on peut faire ensemble et comment les idées, les hypothèses sont des actions en gestation. Cette gestation des actions me semble importante et ce qui me semble important, c'est de déconstruire la notion de vérité. On ne porte pas de vérité sur l'autre. Or, dans le travail social, dans l'approche de personnes en difficulté, la tendance, c'est de construire des vérités sur l'autre. Nous savons et les autres doivent s'adapter à nos savoirs. J'aime bien une formule philosophique qui dit que seule l'amibe, vous savez, la petite cellule, ne renonce pas à ses hypothèses. Et je pense que la première chose qu'on apprend quand on travaille en anthropologie, c'est de renoncer à ces hypothèses et d'être dans une action où ce n'est pas la vérité qui compte, mais le soin. Comment je peux soigner ce jardin qui est l'humanité et qui est effectivement en souffrance. Alors, dans ce grenier de savoir, je m'aperçois très souvent que les pauvres sont absents. Ils sont absents de ces moments de gestation. Ou alors, souvent, ils sont là pour servir d'instrument, pour dire, regardez comme nous sommes bons, nous travaillons avec les pauvres, on les a amenés même dans un colloque, etc. Donc, cette façon, il est très difficile d'amener à ce qu'on parle du citoyen pauvre. Et je reviendrai à cette notion tout à l'heure. Ensuite, je suis attachée à la notion de lien, qui est celui de relier. Mais relier, ça veut dire aussi cultiver, semer. Il y a une signification du côté de la culture, de l'agriculture, au sens de transmettre, de relier et de trier, collecter, cueillir, d'où émane la notion de logos, c'est-à-dire la parole. Et toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques. Au premier rang se place le langage. Donc la question du langage, comment les pauvres accèdent à une parole et à quelle parole ils accèdent, c'est pour moi le premier enjeu du travail que je peux faire en tant qu'anthropologue. Or, la langue est par excellence une œuvre de transmission collective, un apprentissage, et cet apprentissage crée un nouveau corps qu'on doit pouvoir partager, qui est un corps commun à tous. Quel est l'accès à la langue dans notre société pour ce qu'on appelle les pauvres? Voyez bien que j'ai essayé d'éviter le mot précarité parce qu'on a des tartes à la crème abstraites, parentalité, précarité, vulnérabilité, une certaine notion abstraite, et l'anthropologue s'attache à parler des personnes, des individus, et de bien centrer le fait qu'il n'y a pas d'individu sans société, qu'on ne peut pas opposer individu et société parce que l'un n'existe pas sans l'autre, et dans notre société, il n'y a pas d'individu ni de société sans institution, à savoir la plus grande institution, c'est l'État, et autour de l'État s'agencent les autres institutions, en sachant que notre culture est marquée par une autre grande institution qui est l'Église. Et cette séparation de l'État et de l'Église, c'est un long et douloureux accouchement. Et c'est très important dans notre culture de situer bien les institutions. Alors, c'est très important parce qu'en France, on ne peut pas exister sans institutions. Dès que vous êtes dans le ventre de votre mère, il faut que vous vous déclariez à la CAF. Le bébé non déclaré à la CAF n'existe pas, ou alors on est en porte-à-faux. Donc on a d'emblée cette notion d'institution très forte dans notre société, et aussi qui va instituer le discours sur le pauvre. Il y a un vrai combat là-dessus. Quelle est l'institutionnalisation, quelle est la force instituante qui va installer le discours dominant et les autres discours à côté de la question de pauvre. Alors l'institution a une autre définition que je fais mienne un peu en prenant un philosophe qui s'appelle Simmel. L'institution
se définit par le fait que l'individu utilise, donc l'institution donne à l'individu la possibilité d'accéder à des fins que ses propres capacités purement individuelles ne lui permettent jamais d'y accéder. C'est que moi, seule, avec mes capacités, devant mon miroir, je peux dire, aujourd'hui j'ai mis au monde un enfant, je fais mon acte de naissance de mon fils dans la cuisine, ça n'a aucune valeur. C'est l'institution qui doit valider, légitimer la naissance de mon enfant. Donc, je vous donne cet exemple, mais je peux vous en donner beaucoup. Et du coup, on peut tout à fait parler que le pauvre n'est pas capable. Personne ici dans cette salle n'est capable de rien dans notre société sans les institutions. Je ne peux pas dire je représente ATD Quart Monde parce que ce matin, en me réveillant, après avoir lu pendant 10 ans toutes les œuvres d'ATD Quart Monde, je déclare que je fais partie et je représente ATD Quart Monde. Personne ne me prendra au sérieux, puisqu'il faut que ATD Quart Monde légitime mon statut de représentante ou de membre d'ATD Quart Monde. Donc on voit que l'humain est institué dans notre société et cette façon d'accéder à l'institutionnalisation est une de mes grandes préoccupations quand je travaille avec les institutions, c'est-à-dire par exemple avec les conseils généraux. Quel est l'accès à l'institution d'un enfant, d'un parent, d'une personne dite en difficulté. Vous voyez, institutionnaliser déjà une place de personne en difficulté, c'est déjà en soi très lourd. Et institutionnaliser aussi que cette personne devrait être capable. Or, on sait que personne n'est capable s'il n'a pas un premier accès qui s'appelle exercice des droits privés. Pas public, privé. Deuxièmement, exercice des droits publics. Et l'accès, l'institution qui nous donne des capacités que l'individu seul ne peut pas les avoir, c'est l'école. L'école de la République. Donc on peut avoir beaucoup d'exemples dans ce sens. Et je vais continuer donc. Cette légitimité donnée par l'institution, cet accès au savoir, cet accès à un statut humain est conçu dans ce qu'on peut appeler le devenir humain. Hein. On ne vient pas au monde humain, on le devient. On a plein d'exemples, je le donne, mais je ne vais pas vous parler de Victor et compagnie, des enfants égarés dans la forêt qui ont été élevés par les loups et qui deviennent des loups. Alors, dans notre société, il y a un autre paradoxe, après ce paradoxe de l'institution, c'est le paradoxe entre l'égalité et la liberté. On oppose très souvent ces deux notions en disant que l'égalité serait d'ordre social et la liberté, ce sera de l'ordre individuel, en disant aussi que la légalité sera d'ordre économique et social et la liberté serait d'ordre moral et politique. Comment on sort de cette opposition qui est absolument contre-productive et cette opposition nous fait tourner en rond beaucoup, hein, même en disant que la liberté serait une sorte de danger de débordement et de dissolution des liens sociaux et que donc la liberté nécessiterait l'intervention d'un système de surveillance, de contrôle et la liberté aurait même des effets pervers. Donc cette façon de poser la liberté est très ancrée, c'est implicite dans notre société et on a par ailleurs une façon de privilégier la légalité comme une conquête, une forme de progrès. Or, c'est intéressant de voir que l'égalité est située du côté des droits de l'homme et la liberté du côté des droits des citoyens. Et que ce n'est pas parce qu'on a des droits de l'homme et qu'on vous défend comme homme que vous accédez au statut de citoyen dans ce pays. Et c'est très paradoxal, très bizarre, puisque on va se battre pour les droits de l'homme
pour les pauvres, droit au logement, droit à ceci, on va au Cour européenne de la justice, on a un défenseur des droits, donc on va citer très souvent les droits de l'homme, mais dès qu'on arrive aux droits du citoyen, les portes sont fermées. Il y a une espèce de cloison, un mur de Berlin. Donc, par exemple, le droit de constituer une association, le droit de se faire représenter à la table des négociations, le droit de faire grève, le droit de manifester dans la rue, de constituer une force politique qui pèserait dans les élections municipales et présidentielles, etc., etc. Tous ces droits qui constituent le citoyen sont laissés de côté, pour ainsi dire, un peu oubliés, sous couvert des droits de l'homme. Bon, voilà, je lance un débat, ça pourrait peut-être faire un débat aujourd'hui. Donc, comme si on devrait oublier qu'entre homme et citoyen, il y a la conjonction « et ». Alors, dans le droit de citoyen, quand vous regardez la Constitution française, notamment le texte de 24 juillet 1793, c'est très intéressant, je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est très intéressant comment on glisse, comment on danse, comment on sautille, comment on fait des bonds entre le peuple français, l'homme. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Donc on naturalise l'égalité entre les hommes, sauf que ce n'est pas du tout naturel. Ça serait bien que ça soit naturel. La Constitution, dans la culture française, on a tendance à naturaliser. Par exemple, on a des liens complètement d'ordre politique, idéologique, juridique, qui s'appellent la filiation. Ah ben non, on va parler des liens de sang. Vous voyez, on naturalise des institutions, des dispositifs qui sont de l'ordre politique sous couvert, comme s'ils étaient naturels, comme si le sang parlait. Le sang, il parle quand vous utilisez un poignard. Là, le sang, certainement, va parler. Si vous plantez le poignard dans le dos de quelqu'un, là, le sang parle. Mais la question de l'anthropologue, c'est que quel est le discours de l'intelligence qui nous permet de bien comprendre que nous sommes les écrivains de la culture, les créateurs de la culture, et que cette création est collective et individuelle à la fois. En sachant que je suis toujours très étonnée parce qu'effectivement, on oppose l'individu qui serait individualiste, égoïste, etc., et la société. Mais quand vous vous déplacez dans les institutions, services sociaux, PMI, écoles, etc., il y a plein d'institutions, ça pullule dans les quartiers. Il y a des familles qui ont 17 institutions qui interviennent dans leur vie privée. Et la maman, elle s'est acheté un calepin pour tenir tous les rendez-vous qu'elle doit avoir avec les 17 institutions qui interviennent pour son bien, bien évidemment, toujours pour son bien, et pour le bien de ses 3 enfants. Voilà. Donc la question qui se pose, quelle est cette conscience politique commune qu'on va partager qui nous permet de institutionnaliser le fait comment on accède aux droits du citoyen. Pour moi, c'est vraiment un des enjeux très importants. Comment on relie la liberté. Et donc, ce que je voulais dire un peu avant, c'est que les institutions me disent, mais non, on ne sait pas faire du collectif. Non, on fait que de l'individuel. Toutes les formations des travailleurs sociaux, c'est l'individu. Et après, comme par miracle, le même travailleur social vous sort le discours. Les gens sont individualistes, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils ne sont pas dans le lien social, mais en même temps, les mêmes travailleurs sociaux me disent, mais non, on sait travailler que sur l'individuel. Et le collectif, ben, c'est toute une histoire. Il faut se former, il faut faire des réunions pendant 2 ans, il faut faire des comités de pilotage de ceci, des groupes nationaux du travail sur la fiche action, machin, etc. Pour arriver à quoi? Accoucher parfois d'une souris. Et on fait être parent, c'est difficile, parlons-en. Comme si les gens se disent chic.
C'est super de faire un coming out en disant « je suis en difficulté comme parent ». C'est magnifique, tout le monde viendra faire battre sa coulpe. On n'est pas... et les gens s'étonnent que ce type de collectif ne marche pas, ou que la vie privée, on ne peut pas l'étaler sur la place publique, dans un groupe, n'importe comment. Et donc, cette séparation entre vie privée et vie publique est un élément de la citoyenneté qui est oublié dans les droits de l'homme. Sous prétexte de droits de l'homme, moi, je peux intervenir dans une famille. Je suis TISF, je vais dans la chambre à coucher. Je dis, mais c'est sale chez vous, il faudrait quand même nettoyer la cuisine, la salle de bain. C'est-à-dire, c'est tout qui constitue le citoyen, c'est-à-dire la séparation entre votre vie privée qui est intime et la vie publique, par exemple, est souvent oubliée dans l'intervention sociale. Alors, comment s'est constituée cette notion de pauvre ? On peut partir de le fait que l'existence du pauvre a été une découverte de la société urbaine. La pauvreté était complètement autrement pensée dans la société rurale, dans la ruralité. Je ne pourrais pas rentrer trop dans les détails, je n'ai pas le temps ici, mais c'est important de comprendre qu'avec la notion de pauvre est née une notion importante, qui est très, très ancienne d'ailleurs, mais qui a été reprise avec l'industrialisation et la construction des villes, qui est la notion de philanthropie, qui aujourd'hui, dans notre société, est relativement décriée. Et avec la notion de pauvre est née cette notion de une prise de conscience du pauvre, mais une prise de conscience du pauvre comme ennemi, ou au moins comme un danger potentiel. Et les seuls pauvres qui ont commencé à avoir un peu grâce aux yeux de cette société qui s'est industrialisée, où la notion de progrès balayait tout le reste, de toute façon, tout le monde était pris dans un progrès, c'était les enfants. Et encore, il ne fallait pas qu'ils soient trop vieux et pré-délinquants. Les enfants et un peu les jeunes filles mères. Les autres catégories de pauvres, c'est un discours moral négatif. Ils étaient des oisives, des délinquants, des individus qui voulaient profiter de la société, des parasites. Donc cette articulation entre pauvres et parasites est née très très vite avec l'industrialisation. Et on a des phrases, j'en ai sorti quelques-uns, par exemple, cibler le parent pauvre. Le parent pauvre, c'était le pire des ennemis, si vous voulez. Donc on disait par exemple dans des discours importants dans cette société, parmi ces parents se trouvent nos ennemis à combattre et ceux qui ont besoin d'être éclairés. De toute façon, le parent pauvre, il était soit ennemi, soit quelqu'un qui avait besoin d'être éclairé, mais il n'était pas un citoyen, au même niveau que vous et moi. Donc il y avait des notions, donc la protection de l'enfance, puisque c'est ça que j'étudie depuis un certain temps. Dans la protection de l'enfance, les premiers dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, on disait, je cite, 19e siècle, nous utiliserons les enfants débiles, nous amenderons les pervers, mais je doute que nous modifions avantageusement l'état d'esprit des parents. Donc on pouvait à la limite essayer de travailler avec les enfants débiles, les enfants pervers, mais il y avait un doute parlementaire concernant la modification avantageuse de l'état d'esprit des parents. Et donc au XXe siècle, on construit une catégorie, l'homme né pauvre. Et celui qui naît pauvre, aujourd'hui encore, je vous le garantis, vous allez dans les services sociaux, on vous explique qu'il y a une reproduction de la maltraitance. D'accord ? Ceux qui maltraitent. Et comme par hasard, quand vous regardez les échantillons des familles soi-disant maltraitées, ils sont pauvres.
Même si on ne place pas des enfants, soi-disant pour précarité et pauvreté économique, mais on place ces enfants nés pauvres. Et on a des interventions beaucoup plus importantes auprès des familles nées pauvres. Et donc, comment le XXe siècle se préoccupe davantage dans un esprit philanthropique et de l'État-providence de faire en sorte que ces enfants nés pauvres puissent sortir de cette situation, et l'école est donnée comme premier ascenseur social avec d'autres institutions pour faire en sorte que l'enfant puisse sortir de cette condition de naissance pauvre pour accéder à une situation de citoyen. Alors, la définition du pauvre est donnée aussi par Simmel dans la lignée d'Aristote, c'est-à-dire l'adulte en âge d'être citoyen qui a besoin d'aide et l'accepte dans les conditions qui lui sont imposées et qui gomment sa liberté de parole, de choix et surtout sa singularité ordinaire. Vous êtes pauvre, vous êtes SDF, vous avez besoin d'aide, alors vous allez accepter l'aide telle que nous vous le donnons. D'accord ? Donc, par exemple, les conditions d'hébergement, vous n'allez pas chipoter que vous avez besoin de vous réveiller à minuit pour fumer une cigarette, ou vous avez une angoisse, vous voulez sortir, rentrer, etc., etc. Donc, on voit bien que la première définition de la pauvreté, du pauvre, est donnée par les dispositifs d'aide. Ce n'est pas le pauvre qui s'autodéfinit comme pauvre. Ce sont des dispositifs d'aide qui installent le statut du pauvre. Et les dispositifs d'aide, la première façon de sortir de la catégorie des pauvres, c'est de refuser les aides. Et on a en France à peu près 70 millions, une somme faramineuse d'argent dans le RSA. On sait qu'il y a une catégorie très importante de personnes qui ont tout à fait les droits aux RSA et qui ne vont pas faire la demande. Et on a des études maintenant tout à fait intéressantes là-dessus. Je peux vous donner les chiffres, je les ai, mais pas dans ma mémoire. Je ne suis pas très chiffre dans ma mémoire. Donc, ça veut dire aussi que le pauvre est celui... Deuxièmement, le pauvre est celui qui est exclu de la place accordée à l'ami. Cette exclusion entraîne l'incapacité d'être comme tout le monde. Et on ne peut pas être capable, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout seul. Il faut qu'on puisse accéder à l'institution et à ce que je vous ai dit, aux possibilités que l'institution vous donne, que vos capacités individuelles ne vous donneront jamais. Et donc, une autre définition du pauvre, c'est celui qui est exclu de la place accordée à l'ami. On va aller filer un coup de main au Secours catholique, on va être là de samedi de 10h du matin jusqu'à 18h. Mais à 18h, je suis très pressée, je dois rentrer parce que j'ai des amis au dîner. Et ça, c'est un vrai souci. Si on prend la définition d'Aristote concernant l'amitié est ce qui rendent les êtres humains plus capables de penser et d'agir. J'ai recopié aussi en grec, parce que penser et agir, c'est un seul mot en grec. On ne sépare pas la pensée de l'action. Donc ça veut dire que l'amitié est ce qui nous rend capables des choses qu'on ne peut pas être capable sans l'amitié. Rendre capable de penser et d'agir. Et donc, nous arrivons... je suis dans le temps, je ne sais pas quelle heure j'ai commencé. J'arrive à la disons, à une partie qui est plus dans le prolongement de ce que je viens de dire. C'est la question de l'accès à la vie, à la culture
et donc à des expériences sociales et politiques, ce qu'on appelle dans un langage libéral, que j'aime pas trop, mais voilà, je mets des guillemets, je l'utilise quand même, capital culturel, qui, pour un pauvre, est refusé. Et nous avons eu la honte de voir le musée d'Orsay, dont on parle tout le monde. J'étais au Cap Town et on m'a posé la question, il semblerait que chez vous, on exclut les pauvres du musée d'Orsay. Et apparemment, voilà. Et cette exclusion du pauvre du musée d'Orsay, on n'a pas pu le poser en termes de droit du citoyen. Il a fallu aller aux droits de l'homme. Voyez, au lieu de pouvoir ajuster, c'est un droit élémentaire du citoyen de rentrer dans un musée public financé sur l'argent des contribuables. Il a fallu qu'on fasse appel à la Cour européenne de justice qui finalement n'a pas... enfin, ils ont trouvé une pirouette, pour le dire très poliment. Donc, la question comment on institutionnalise cet accès à la culture, à l'éducation, au même titre que tout le monde, sans stigmatiser, sans cette discrimination positive qui est devenue le monnaie courante aujourd'hui de l'éducation nationale. Partout, je vois des dispositifs de ceci, des dispositifs de cela. Donc, on voit bien que les enfants qui n'ont pas un accès de culture chez eux, dans leur espace privé, leur accès au capital ordinaire et à la fois singulier de la culture, parce que c'est toujours cette complication qui est là aussi, on doit être singulier mais ordinaire en même temps. Et c'est ça qui est aussi très compliqué de faire comprendre aux travailleurs sociaux, mais quand ça passe, après c'est chouette quand on travaille super bien, que l'individu, l'enfant n'a pas besoin d'être ciblé comme pauvre avec des dispositifs de ceci, de cela. Il a besoin d'être comme tout le monde et à la fois à part. Mais comme tout le monde quand même. Ici dans la salle, j'ai un collègue qui peut témoigner, puisqu'on l'a entendu en même temps, un gamin de 9 ans qui dit « Moi, avec mes troubles de comportement, est-ce que je pourrais aller un jour dans une école normale ?» Si à 9 ans, notre société crée des catégories destructrices de la vie ordinaire des enfants, hyperactifs, troubles de comportement et autres conneries, comment vous voulez que ces individus puissent accéder à leurs droits de citoyens? Ils ne sont pas des citoyens. Les enfants, à l'école maternelle, sont en échec scolaire. Il faut le savoir. Et ils ont des cours de rattrapage dès l'âge de 5 ans ou 4 ans. Qu'est-ce qu'on installe par ces dispositifs, soi-disant de discrimination positive? Comment ensuite l'enfant accède à un droit ordinaire et singulier de citoyen, à un statut de citoyen? Qui aujourd'hui accède, qui aujourd'hui est en mouvement au niveau des institutions à ce qu'on puisse installer une autre façon de travailler avec les pauvres, c'est-à-dire un changement de paradigme. Si on ne change pas nos fondations, nos théories sur les pauvres, nos théories sur l'éducation, nos théories sur les enfants en difficulté, on aurait énormément de mal de sortir dans nos institutions de reproduction institutionnelle des stigmatisations et des discriminations. Et ça, je le vois puisque je suis dans la protection de l'enfance depuis presque 30 ans, ça fait beaucoup. Hein. Je suis tombée dans cette marmite et j'aimerais bien en sortir, mais je n'arrive pas. Donc voilà, j'arrive à un autre élément important pour argumenter un peu dans ce sens, c'est les études scientifiques. Alors ça, c'est une super étude pour l'anthropologue que je suis. Comment on constitue des échantillons pour faire comprendre aux Français qu'aujourd'hui, voilà, c'est tel ou tel courant d'opinion qui l'emporte sur tel ou tel autre. Donc, comment on crée des prescriptions de représentation dominante dans notre société? Comment on fabrique des vérités?
Et il y a un sociologue, Éric Neveu, qui a étudié comment on construise les échantillonnages et comment, dans les cas cliniques aussi, des psychanalystes, par exemple, de qui on parle dans ces cas cliniques, puisqu'on n'a jamais les statuts économiques, culturels du cas clinique que le psychanalyste très connu qui parle à la télé ou ailleurs vous sorte. On n'a jamais la condition sociale, culturelle de cas cliniques qui nous sont présentés. Dans les sondages d'opinion, on n'a jamais l'échantillonnage. Or, Éric Neveu a regardé, par exemple, que les chômeurs sont largement absents, les travailleurs indépendants sous-représentés, les ouvriers ne représentent pratiquement, c'est une catégorie négligeable dans les échantillonnages. Ceux qui sont surreprésentés, ce sont les cadres, les fonctionnaires, les employés. Les enseignants occupent une place extrêmement importante dans l'échantillonnage, et comme si le milieu populaire ne présentait aucun intérêt pour créer des courants d'opinion aujourd'hui en France. Et donc, ça veut dire aussi à qui on donne de façon statutaire, institutionnelle, une parole crédible, la parole légitime. Et on a vu tout à l'heure ce matin que ATD Quart Monde, comme Secours catholique, essaye de poser cette assignation statutaire d'une parole crédible, digne d'être entendue, des pauvres. Mais c'est très compliqué, très compliqué. Les rares fois quand j'ai vu dans des groupes de travail sur la protection de l'enfance des parents qui essayaient de prendre la parole, s'ils n'étaient pas bien accompagnés et soutenus, c'était pratiquement impossible de prendre la parole. Et en général, quand ils prenaient la parole, c'est une parole déjà formatée pour que ça passe, pour que ça heurte pas trop les institutions représentées par les professionnels, bien évidemment, mais c'est quand même les institutions. Pour ne pas parler de l'école, où j'ai une expérience de président de l'association de parents d'élèves, et il n'y a aucune légitimité de la parole des parents dans l'éducation nationale, mais aucune légitimité. C'est pas qu'il y a un peu, aucune. Avec le changement de rythme scolaire, on n'a que du lobbying, que du discours corporatiste. On n'a absolument pas une pensée intelligente concernant les besoins de l'enfant, concernant le fait que le changement de rythme scolaire, merci beaucoup. Donc voilà. Oui. Je souhaitais donc rappeler également un point très important dans la question citée ici, un point brûlant, c'est l'argent des pauvres. Un point brûlant que j'étudie pas mal dans les services de protection de l'enfance, puisque l'argent est un enchevêtrement qui aboutit à des fins. C'est-à-dire l'argent en soi n'est pas une fin en soi. C'est une forme de désignation de votre statut social dans une société. Le parent dans la société française a un statut qui est renforcé par les allocations. Tout parent normalement constitué en France, quand il met au monde des enfants, il regarde, en fonction bien sûr de ses revenus, quels sont ses droits aux allocations. Lorsqu'un parent a un enfant placé, il a une sanction, une punition, c'est-à-dire la punition touche l'argent, l'allocation, qui est attribuée à tout parent citoyen. Donc du coup, la citoyenneté, quand votre enfant est placé, la citoyenneté du parent est tout de suite touchée du côté de l'argent. Et moi, je pose la question, quelle est la finalité de priver le parent de l'argent du citoyen?
puisque c'est un argent de citoyen, c'est un argent de la redistribution sociale. Alors bien évidemment, là, ressortent les explications du 19e siècle. Le parent est un ennemi, il va dépenser cet argent pour picoler, pour s'acheter des écrans plats, pour aller avec sa bonne femme dans un restaurant, etc., etc. Donc je suis toujours extrêmement étonnée, comme Nietzsche, de ce retour éternel des mêmes fonctionnements, des mêmes discours ressassés, tiédasses, qu'on véhicule à l'endroit des parents pauvres. Bonjour. Donc moi, je vais juste introduire notre intervention qui est à 3 voix. Peut-être présenter d'abord rapidement le centre de promotion familiale où nous travaillons. Donc c'est un centre d'hébergement qui a été créé par le mouvement ATD Quart Monde au tout début de sa création, dans le lieu même où ATD Quart Monde a été créé et qui était destiné à offrir un logement stable, correct, à des familles qui auparavant vivaient dans un bidonville. Donc nous accueillons 50 familles. Il y a 2 particularités. D'abord, nous accueillons des couples avec enfants, avec jeunes enfants, donc des familles avec de jeunes enfants. Et dans l'objectif de permettre à ces familles qui ont souvent vécu beaucoup de ruptures, beaucoup d'errances, qui souvent n'ont jamais eu de vrai logement, jamais eu de stabilité, de faire des projets. Et puis l'autre particularité, c'est donc d'être géré par ATD Quart Monde et donc une équipe pluriprofessionnelle, mais pas dans le sens où on est plusieurs professionnels, dans le sens où il y a à la fois des professionnels. Bon, moi, je suis assistante sociale, on est 2 assistantes sociales. Et une bonne partie du reste de l'équipe est constituée de volontaires permanents du mouvement ATD Quart Monde qui sont là pour partager ce projet avec les familles accueillies. Donc, dans beaucoup de familles que nous accueillons, les adultes ont eu des relations familiales très perturbées, douloureuses, rompues, des placements, l'errance, la maltraitance, des fratries éclatées. Et donc, la question est légitime pour nous de se demander s'il y a un lien entre la grande précarité vécue par ces familles aujourd'hui et la perturbation des liens familiaux dont ils ont souffert. Et aussi comment nous, dans notre accueil des familles, pendant leur séjour au centre de promotion familiale, nous allons prendre en compte cette donnée, comment nous allons la traiter. Donc Hélène, par la voix d'Anne-Laurence, va expliquer comment cette question se pose au niveau de la relation des parents avec leurs jeunes enfants et ce que les actions petite enfance de notre centre tentent de faire pour introduire des liens de qualité, des liens durables sur lesquels les adultes et surtout les petits-enfants puissent s'appuyer. Ensuite, moi, je développerai 2 aspects des conséquences de l'absence des liens familiaux dans le vécu des adultes en très grande précarité, tels que nous pouvons les observer chez les familles que nous accueillons. Et puis, en 3e lieu, Anne-Laurence ouvrira un peu des pistes sur ce que nous tentons, à la fois au Centre de promotion familiale, mais plus largement dans le mouvement ATD Quart Monde, pour retisser des liens tellement abîmés. Donc, je passe la parole à Anne-Laurence. Alors là, je vous donne donc la contribution de Hélène, qui est une volontaire permanente du mouvement ATD Quart Monde et qui est responsable de la petite enfance dans notre centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand. Je vais vous parler des conséquences que ces ruptures de liens ont sur les relations entre les parents et leurs enfants. Je vais parler plusieurs fois de la pré-école. C'est le nom d'un lieu d'accueil parents-enfants pour les familles du centre de promotion familiale. Les enfants de la naissance à 3 ans sont invités à y venir avec leurs parents. Il y a plusieurs aspects, plusieurs conséquences possibles sur les liens enfants-parents. Tout d'abord, pour beaucoup de personnes, ces ruptures des liens familiaux ont eu lieu dans la petite enfance ou dans leur enfance par un placement hors de chez eux. Ils n'ont donc pas construit de liens d'attachement avec leurs parents. Or, ces premiers liens d'attachement
sont ceux qui permettent à tout homme d'évoluer, de grandir, de se séparer. Ils n'ont donc pas cette sécurité intérieure et ne peuvent l'offrir à leurs enfants. C'est ainsi que l'on voit deux comportements, deux types de relations se mettre souvent en place. Soit les parents s'enferment sur eux-mêmes, sur leur famille, et ne vivent que par leurs enfants et leurs conjoints, cherchent à vivre ce qui leur a manqué enfant. C'est le cas de plusieurs familles. Par exemple, une famille qui n'a de lien avec la famille ni du père ni de la mère, ils ont plusieurs enfants et vivent entre eux. Même à l'école primaire, les deux aînés de la famille ne jouent qu'entre eux pendant la récréation et sont perdus si l'un des deux est absent. Soit au contraire, les enfants peuvent devenir les enfants de tout le monde, passer de bras en bras, tout petits, mais aussi de maison en maison, en fonction des relations que les parents entretiennent avec les voisins, les amis. Relations qui peuvent changer brusquement. Ainsi, une petite fille de la préécole y venait avec sa maman et sa marraine. Mais avant que le baptême n'ait eu lieu, les liens d'amitié entre la mère et la marraine se sont rompus. Cette petite fille qui avait une relation privilégiée avec cette personne, qui dormait souvent chez elle et qui à la préécole était très présente, c'est elle qui s'en occupait, l'a changée, a perdu d'un moment à l'autre cette relation, alors que pour elle, c'était une relation très importante, comme une autre maman. On voit des enfants plus grands, 5, 6, 7 ans, ne plus savoir où ils doivent aller quand on les raccompagne après une activité. Vont-ils chez eux ou dans l'appartement du voisin, où ils passent toute leur journée, tant qu'il n'y a pas de rupture de lien entre les parents. Ces parents qui n'ont pas eu de relation d'attachement stable pendant leur enfance n'ont pas pu construire non plus une façon saine d'avoir des liens avec les autres. C'est ainsi que nous, au Centre de promotion familiale, devenons un lieu d'apprentissage de ces liens. On est là de façon constante face aux changements que les personnes introduisent dans ces liens. Ainsi, elles apprennent petit à petit à entrer en relation de façon plus constante et constructive. Une mère de famille avait des façons de réagir très fluctuantes avec nous et avec tout le monde. Et ces fluctuations étaient constantes, après parfois une vraie violence dans ses propos ou ses comportements. Néanmoins, elle voyait que face à elle, même sans accepter la violence, nous étions toujours là. Elle voyait aussi que nous avions une attention pour elle. Elle venait à la préécole avec ses enfants, et là, nous pouvions aussi prendre soin d'elle, de son besoin de parler, s'inquiéter de sa santé, en la voyant en t-shirt en plein hiver, par exemple. Prendre soin de la maman aide à ce qu'elle prenne soin de ses enfants. Je dis prendre soin, mais dans son sens large, c'est-à-dire être disponible pour ses enfants. Ces relations avec nous étaient aussi le genre de relations qu'elle pouvait entretenir avec ses enfants. Elle pouvait parfois s'énerver avec beaucoup de violence quand ses enfants ne faisaient pas ce qu'elle aurait voulu qu'ils fassent, et parfois laisser faire sans réagir. La préécole est donc un lieu où les parents, autant que les enfants, viennent pour construire des liens qui peuvent aussi revivre des moments qu'ils ont manqués dans leur enfance comme dans le temps de jeu. Ces temps ne sont pas anodins. Pour une maman, construire des tours de cubes en nous disant « je n'ai jamais pu jouer enfant », c'est important qu'elle puisse le faire à ce moment-là. Elle le fait seule et n'est pas encore en lien avec son fils. La séance suivante, elle joue avec une autre maman. Et la troisième fois, elles jouent toutes les deux en y incluant leurs enfants. C'est au bout d'un temps où la maman a pu assouvir son propre besoin de jouer qu'elle a pu établir une relation avec son fils dans le jeu. C'est aussi en jouant avec l'enfant qu'on va aider à la relation entre les parents, souvent la maman à la préécole et l'enfant,
En effet, on voit parfois des relations marquées par des lâchages répétés. Une maman vient, pose son enfant sur le tapis pour les bébés, fait autre chose, discute, revient à son enfant, le prend dans les bras, lui fait des bisous et retourne à ce qu'elle faisait sans s'occuper de voir où en est son enfant, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit ces moments-là. Lorsque l'une d'entre nous est avec l'enfant, joue avec lui, celui-ci est disponible pour la rencontre si jamais sa mère souhaite ce temps avec son enfant. Et la rencontre peut vraiment avoir lieu. De plus, on peut faire la transition, montrer à la maman qui vient de le couvrir de bisous ce que l'enfant est en train de faire, dire à l'enfant « ta maman arrive, regarde ». En aidant l'enfant à aller bien, on aide à la rencontre, à la relation entre lui et ses parents. Pour la famille dont je vous ai parlé précédemment, la séparation d'avec les enfants est compliquée. Et en même temps, le lien avec les enfants n'est pas simple non plus. Ce n'est qu'avec le 4e enfant qu'on a vu la mère de famille regarder son bébé en lui donnant le biberon à la préécole. Notre rôle à la préécole, avec cet enfant non regardé par sa mère, a donc été d'être présent, d'entrer en relation avec l'enfant pour qu'il se réfugie, il ne se réfugie pas tout seul dans toute interaction et de ramener le regard de la mère, l'attention de la mère sur son enfant. Dans ces moments-là, être avec l'enfant lui a permis d'être disponible psychiquement pour entrer en relation avec sa mère quand elle le souhaiterait. Alors moi, je vais poursuivre pour partager avec vous 2 observations que j'ai pu faire, mais qu'on fait en équipe, en pensant à cette question de la grande précarité et des liens familiaux. Alors, une première observation, c'est que les personnes semblent vivre un paradoxe très difficile entre, d'un côté, l'absence de lien avec leur famille, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, et d'un autre côté, une omniprésence de l'absence de ces liens dans leur vie et dans leurs pensées. C'est un peu comme si tout leur faisait penser à ces relations qui n'existent pas, au fait qu'elles n'existent pas. Je prendrai quelques exemples. Par exemple, une dame, c'est très très frappant, c'est comme si le temps pour elle était marqué par les anniversaires des membres de sa famille. Donc, par exemple, elle va dire « Ah oui, je me souviens, j'ai rendez-vous ce jour-là, je le sais parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire de mon frère. » Et très, très souvent, le temps pour elle est balisé par des événements familiaux alors qu'elle n'a aucun lien avec les membres de sa famille. Ou une autre dame qui, dans ses grandes colères contre les institutions ou contre des situations présentes, convoque tout à coup, sa mère, parle de sa petite enfance. Ou alors cette dame que j'accompagnais un jour au commissariat, elle venait rechercher sa fille qui est encore jeune, qui avait 12 ans, donc c'était un moment assez difficile et qui concernait ses relations avec sa fille. Et pendant qu'on attendait, elle faisait le lien avec ses relations à elle, avec sa mère, et des paroles que lui avait dites sa mère et qui expliquaient pourquoi elle n'arrivait pas, par exemple, à dire non à sa fille, ce qui fait que sa fille faisait un peu tout et n'importe quoi. Et puis la parole de cette dame qui a un peu inspiré le titre de notre intervention. Donc c'est une dame qui a été placée très très jeune, qui n'a aucun lien avec sa famille et qui, quand elle est confrontée à des difficultés dans sa vie, la parole qui lui vient, c'est « mais moi, j'ai personne. Moi, j'ai personne autour de moi ». Et ce qu'elle semble vouloir dire par là, en tout cas ce qu'on comprend, c'est que n'ayant pas sa famille en lien avec elle, elle se sent sans défense, incapable d'avancer, bloquée. Les personnes qui n'ont pas eu de lien constructif avec leur famille se sentent abandonnées, seules, toujours renvoyées à cette absence, à ces souffrances qui les empêchent d'avancer. Elles sont aussi renvoyées à des traumatismes de séparation qui les ont marquées à vie et qui engendrent une peur de la perte, en particulier de la perte de leurs enfants. On sait que les familles qu'on accueille sont obnubilées par l'idée qu'on chercherait à placer leurs enfants. Et la peur du placement est quelque chose qui
qui est très très présent. Or, si ces peurs sont parfois fondées, parce que les parents ont du mal à assumer toutes leurs responsabilités de parents du fait de leurs difficultés, elles sont aussi souvent très surdimensionnées par rapport à la réalité du risque ou par rapport à l'évaluation des travailleurs sociaux. Et ces peurs les amènent même parfois à des comportements qui, au lieu de tranquilliser, par exemple, les travailleurs sociaux, l'entourage, alimentent leur inquiétude. Par exemple, c'est à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure dans votre intervention, des parents qui vont se mettre en colère, qui vont s'opposer, qui vont devenir agressifs et qui, effectivement, alimentent, du coup, le discours supposé de l'entourage. C'est un peu comme si, voulant tout faire pour que leurs enfants ne revivent pas la même chose qu'eux, c'est une parole que les parents disent souvent, nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants ne vivent pas la même vie que nous. Paradoxalement, ils font parfois aussi un peu tout pour que cela se reproduise. Une deuxième observation, réflexion, paradoxalement aussi, ces personnes qui n'ont pas eu de lien solide, rassurant avec leurs parents, avec leur famille, qui sont parfois devenus, qui ont été lâchés trop vite dans la vie, qui ont été ballottés, ont beaucoup de mal à devenir vraiment indépendants. Je pense en particulier aux personnes qui sont toujours en demande d'être aidées, toujours en demande d'argent. On sent que derrière la demande d'argent, la demande d'aide, il y a une demande plus fondamentale, irrépressible, qui ne va pas disparaître avec un accompagnement éducatif ou avec une aide à la gestion du budget familial. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que veulent nous dire et que vivent profondément ces personnes qui vont sans cesse demander, par exemple, de l'argent ? On sent parfois qu'ils nous demandent de réparer un manque qui n'a jamais été comblé. On observe souvent, nous, au centre de profession familiale, des personnes qui, du coup, rentrent dans les addictions, à l'alcool, au jeu, aux stupéfiants, qui se mettent alors dans le cercle vicieux de la dépendance, du manque chronique d'argent, de l'enfermement. Et cette relation de dépendance, un certain nombre de familles l'installent aussi avec leur voisinage. C'est ce qu'explique Hélène dans son intervention. N'ayant pas expérimenté le détachement progressif des liens familiaux qui, normalement, permet à tout individu de passer de la dépendance de l'enfant à l'indépendance relative de l'adulte, ils installent vite des relations fusionnelles, les voisins devenant plus encore que leur famille, dans une confusion parfois totale, et en général, ça se termine mal par des ruptures assez violentes. Pour conclure, donc absents, les liens familiaux sont paradoxalement omniprésents dans la pensée des personnes. Ils constituent le moteur de leur vie, et le plus souvent, ce moteur est un poids, le poids du passé qui empêche d'avancer. Parfois, le centre de promotion familiale est une période où les personnes se remettent debout, reprennent confiance en elles et peuvent renouer des liens, des relations avec leur famille. Parfois, c'est possible, c'est bénéfique. Parfois, ça ne l'est pas. Par exemple, une dame me disait qu'elle regrettait beaucoup que sa famille ne connaisse pas sa fille. Elle disait que c'était une vraie souffrance pour elle. Mais elle disait aussi qu'elle n'avait pas du tout envie de reprendre ces liens, qu'elle pensait qu'il n'y avait aucune chance pour que ça se passe bien. Parfois, on se dit aussi qu'il serait important pour ces personnes qu'elles puissent rencontrer un professionnel, un psychologue, parler de leur histoire, exprimer toutes les difficultés, faire un peu de l'ordre dans leur tête pour pouvoir mieux supporter le passé, mieux le comprendre et aller de l'avant. On essaye d'inciter les personnes à le faire et en réalité, très peu y arrivent. Très peu sont prêtes et parfois nous-mêmes, on doute qu'elles soient prêtes et que cela pourrait leur faire du bien au stade où elles en sont. C'est pourquoi quand les liens familiaux ont été aussi peu présents et aussi destructeurs, ce qui nous paraît important de faire, en tout cas ce que nous on essaye de faire, c'est de tisser, de retisser d'autres liens sur lesquels les personnes, si elles le peuvent et si elles le veulent, pourront s'appuyer, en particulier leurs enfants. Je repasse la parole à Anne-Laurence.
Alors, après donc la contribution d'Hélène et celle de Brigitte, j'ai pensé partager avec vous la vie des familles qui sont toujours dans la pauvreté, mais qui sont sorties de la honte, de l'exclusion, en retrouvant des liens familiaux et sociaux. Elles les ont retrouvés la plupart du temps, en s'engageant en solidarité avec des familles qu'elles ont rencontrées, dont on leur a parlé, mais avec qui elles vivent de proximité. Germaine, qui vivait dans un logement insalubre loué à un marchand de sommeil avec ses enfants petits, la honte la paralysait complètement. Son amie Joëlle, qui, elle, avait mené un dur combat pour sortir de ces conditions, nous a mis en relation et ensemble, nous nous sommes battus pour que cette famille soit relogée avec respect et dignité. Joëlle est militante à TD Carmonde. Elle l'a accompagnée dans toutes les démarches, dossiers, bailleurs, mairie et encore bailleurs et encore dossiers. En aidant les autres, ça m'aide, dit-elle, à me construire moi-même, à être là pour faire face aux problèmes avec les autres et essayer de faire avancer les choses. Faire comprendre aux personnes des administrations qu'on peut être pauvre, mais qu'on a la volonté, le désir de faire changer le regard sur les personnes les plus pauvres. Aujourd'hui, je n'ai plus honte d'aller dans un bureau. Je viens réclamer que les plus pauvres aient accès à leurs droits. Aujourd'hui, je parle et je suis écoutée. Dans un autre quartier, Marie, qui décide de trouver un logement pour reprendre ses filles après 14 ans de séparation, donc de placement des enfants. Marie, dans le quartier, elle était peu respectée. Mais son combat, c'est des vacances familiales aussi qu'on avait provoquées, a fait que Marie retrouve de la dignité dans son quartier. Et maintenant, elle marche la tête haute et droite. Elle gère et organise la vie de tous ses enfants, grands et petits. Nous avions préparé une intervention avec Marie et je vais vous la lire. La musique résonne dans la chambre du haut. La petite Alice prend son bain dans la cour, dans une grande cuvette bleue. Et Marie balaye la cour. C'est signe que ça va bien. J'aime quand la maison vit comme ça, me dit Marie. Les enfants, c'est une chance pour moi. Une chance après plus de 16 ans d'attente, de malheur. Les enfants, c'est une chance parce qu'ils permettent de ne pas baisser les bras et de toujours se battre pour eux. On m'avait pris mes filles. Lorsqu'elles ont été placées, elles avaient 4 et 2 ans. Aujourd'hui, elles sont là toutes les deux. Elles m'ont été rendues après 14 ans de placement. Je ne veux pas que la plus jeune arrête ses études et j'espère que la plus grande aura un travail bientôt. La maison, toute neuve, est un peu vide, il manque les meubles. Mon aîné m'a dit « Maman, t'inquiète pas, je vais mettre un revêtement sur le sol du salon. » Le cadet, celui qui est sorti de prison, il travaille, il est devenu sérieux, et puis il a une famille maintenant. Mon compagnon, il m'aide, il fait les courses des fois. En ce moment, il est malade, il doit faire attention à ses yeux. J'aime la vie comme ça, unie dans la maison. Pour réunir la famille, il faut être forte et ne pas baisser les bras. Marie m'a conduit vers Isabelle, qui a mobilisé des familles d'un quartier envahi par les cafards pour que le bailleur prenne en considération leurs demandes. Isabelle nous a fait connaître Sylvia, qui vivait dans un bidonville pour faire des démarches de logement. Daniel et Noé ont fait confiance et ont osé petit à petit sortir de leur trou pour aller vers un logement et retrouver une vie avec leurs filles et leurs petits-enfants. Ophélia, à 14 ans, faisait le siège de l'habitat social de sa mairie en disant « Il faut donner un logement à ma maman pour que nous ne soyons pas placés ». Nathalie, la maman d'Ophélia, témoigne de son courage pour sortir de l'alcool grâce à ses enfants et à sa confiance en Jésus.
Elle passait des heures dans l'église, au lieu d'aller au café, comme elle disait. Je n'ai pas le temps de donner les histoires de courage de chacune. Quel chemin, quel premier pas pour se remettre debout. Pour chaque personne, la première démarche a été d'accepter de nous recevoir, de nous parler, rencontre après rencontre, et peu à peu, de commencer à tourner la page du désespoir et d'entrouvrir la porte et son cœur pour des projets et de marcher ensemble sur le chemin pour qu'ils deviennent réalité progressivement, étape après étape. Nous avons une conviction, mettre au jour ensemble les forces des personnes, s'appuyer sur ces forces-là et se mobiliser ensemble pour avancer. J'ai toujours présente en moi toutes ces familles que je quitte après les avoir écoutées et avancer une parole qui leur témoigne de ma reconnaissance pour faire le pas de la confiance. Je n'ai pas autre chose à leur proposer que mon être avec. Ces personnes, en faisant ces premiers pas, ont retrouvé leurs droits, le respect des voisins et de leurs parents, ainsi que la capacité d'être de plus en plus convaincants auprès des services en prenant la parole de façon constructive tout en réclamant leurs droits et celui des autres. Mais cette famille trouve elle-même leur chemin. Il va être pour moi souvent déroutant. Mais avant même d'acquérir ce pour quoi on se bat, l'espoir est revenu, même si par moments ça lâche. Je vais vous communiquer maintenant le témoignage d'une jeune militante ATD Carmonde, Raïssa, qui est allée très loin pour retrouver une de ses camarades de classe qui était vraiment enfoncée dans l'exclusion. Je la connaissais depuis mon enfance. On a grandi ensemble. Je l'avais perdu de vue depuis 10 ans. C'est Mélissa, qui habite proche de chez Vanessa, qui m'a fait part de ses problèmes. Vanessa habite dans un trou perdu, une maison en bois sous tôle, sans eau, sans électricité. Vanessa est partie à l'école jusqu'à la seconde BEP. L'école ne t'accepte pas quand tu n'as rien. Le droit à l'éducation, c'est faux. Le prof lui disait « Si tu n'as pas de matériel, rentre chez toi ». Elle rentrait chez elle à pied, 10 kilomètres en montée. Quel courage ou quelle inconscience. La première fois que je l'ai rencontrée, elle ne parlait pas. Elle baissait la tête. Comment lui parler? Elle avait peut-être honte. Je la connaissais, mais pas dans une telle situation. Et puis, je lui ai raconté ma vie et mes expériences difficiles. C'est là qu'elle a commencé à me parler. Je n'aurais jamais pensé que tu avais un tel vécu. La tête baissée, pas de relation avec personne, honte d'elle-même. Son frère a pu s'en sortir, mais pas elle. Donc les gens ne font pas un compte avec elle. Elle n'existait pas. Dans une voiture, elle s'enfonce dans le siège pour ne pas se faire remarquer. Une voisine a été jusqu'à lui dire « Je pensais que tu étais folle ». Elle n'a pas toujours été comme cela. Au fur et à mesure de ses galères, elle s'est renfermée et de plus en plus profondément, jusqu'à ne plus parler avec personne, même avec ses camarades d'enfance du quartier. Elle croyait que tout le quartier se moquait d'elle. Maintenant, un voisin, un ami d'enfance l'accompagne avec moi pour faire ses courses. J'essaie de la faire sortir un peu au moins pour faire ses courses, parce qu'elle n'a pas encore pris l'habitude ou la volonté de sortir seule de chez elle. Pour terminer, j'aimerais vous partager une petite histoire qui dit que les liens ne sont pas seulement entre les personnes qui vivent de proximité avec nous, mais aussi dans une dimension spirituelle. Xavier, qui a vécu à la rue pendant 3 ans, prend son temps pour s'adapter à sa nouvelle situation de logement. Il a mis 3 jours pour aller chercher une assurance. Nous avons souvent de grandes conversations, car Xavier aime dire ce qu'il pense. Un jour, il me fait des présentations de toutes les personnes qui sont en photo sur son mur, au-dessus de la cheminée. Sa mère,
son père, sa sœur. Ils sont décédés tous en une année. C'est très dur. L'accident de voiture qui a causé la mort de sa sœur, âgée de 19 ans, l'a projeté dans la rue. Et voilà ce qu'il disait. « Je ne vivais qu'avec la mort. Je me foutais de tout. J'étais fini. Dieu, je ne veux plus en entendre parler. Il est bon à rien. Avec tout ce qui m'est arrivé, il est nul. Je l'ai sorti de ma vie. » Je remarque, sans faire de commentaire, qu'il a mis une image de la Vierge Marie au centre. Quelque temps plus tard, je vois un grand crucifix pendu au mur. Je ne dis rien, mais au cours de la conversation, Xavier me montre ma petite croix, celle-là, et me dit « Tu as vu ma croix ? La tienne, elle ne fait pas le poids. » Il serait difficile de ne pas la voir, elle est grande. Tu sais où je l'ai trouvée ? C'est une honte. Je l'ai trouvée dans les encombrants. C'est pire que SDF, ça. Je ne pouvais quand même pas le laisser là. Si je comprends bien, tu l'héberges. Xavier a plein d'histoires d'hébergement qui tournaient mal. Tu ne veux quand même pas me dire que c'est interdit aussi pour lui. Lui, au moins, il risque pas de perturber le repos et le sommeil des voisins. Xavier regarde le Christ et dit « Tu sais, on recommence à parler ensemble. »